Aujourd'hui, nous allons parler musique, folie, divertissement avec Mathilde Pigano. Bonjour Mathilde. Bonjour. Parce que vous êtes, comment dit-on, chef de... Je suis directrice artistique de l'ensemble Les Fous Divertissants. Voilà, directrice artistique. Alors, on vous a entendu dans une précédente émission consacrée à la Mayenne au féminin. Donc, vous nous avez raconté un peu votre parcours en région parisienne, prépa, études de commerce de haut niveau et découverte en même temps de la musique par la flûte, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Et puis, vous découvrez finalement un amour incroyable pour la musique. Tout à fait. Et les Fous Divertissants sont spécialisés dans la musique baroque. Comment est-ce que vous découvrez la musique baroque d'ailleurs ? Eh bien justement, alors l'amour de la musique, je l'ai toujours eu. J'ai toujours eu l'amour de la musique, des harmonies, et ça a toujours été un amour très lié à la communion familiale. Je fais partie d'une grande famille où on était 35 cousins et cousines et je suis dans les derniers. Donc depuis l'âge de 6 ans, j'avais des mariages toute mon enfance. Il y avait 1, 2, 3, parfois 4 mariages par an. Et mes cousins chantaient beaucoup. On chantait au mariage et on faisait des doubles voix. Voilà. Et j'ai toujours senti un immense bonheur pendant ces chants-là, à chanter avec eux, à ressentir vraiment la communion, quoi. Donc du coup, la musique, je l'ai toujours aimée. J'ai toujours aimé les harmonies. Et donc c'est quelque chose de très fort ancré en moi. Mais vos parents n'étaient pas musiciens, n'étaient pas dans le monde de la musique. Pas du tout. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne sont pas dans le monde de la musique, mais ils ont un fils, mon grand frère, qui était complètement autodidacte au piano. Et donc pour lequel ils ont acheté un beau quart de queue de piano. Et puis j'ai un autre frère qui s'est passionné pour le violon et donc il y a moi aussi qui aime beaucoup la musique. Donc finalement c'est étonnant dans cette famille. Voilà, on a eu quand même tous. Il y en a eu 3 sur 7 qui ont eu un rapport particulier avec la musique. Ah, oui. Donc ils vous ont laissé exprimer des fibres qu'ils n'avaient pas forcément. Oui, en fait. et ça, d'ailleurs, aucun de nous n'est allé au conservatoire dans leur jeunesse, parce que du coup, ils n'avaient pas eu ce réflexe. Mais donc, il y a eu 2 autodidactes, mon frère et moi. Voilà, et puis ma maman s'est mise au piano à 50 ans. Ah, c'est bien. Donc, c'est Chapeau. drôle. Voilà, ouais. Et elle aime bien, elle se plaît beaucoup, et ça fait donc maintenant plus de 10 ans, et elle travaille bien, quoi. Et donc, moi, ce que j'ai découvert à Versailles, c'est la musique baroque. Parce que du coup, j'y connaissais rien du tout. Et donc, c'est par mes études, j'allais en prépa HEC à Notre-Dame-du-Grand-Champ. Et je me suis dit, tiens, je vais voir s'il y a un prof de flûte dans le coin. Et en fait, oui, il y en avait un. C'était Pierre Boragno, qui depuis a pris sa retraite, qui est un immense professeur vraiment de flûte à bec, un immense flûtiste français. Et là, je suis tombée dans la soupe, quoi. Oui. Et du coup, à Versailles, c'est tout près du château. Et c'est tout près du centre de musique baroque de Versailles, qui est un lieu de formation des chanteurs baroques, des jeunes chanteurs qui sont du CE2 jusqu'à la 3e. Et puis après, des chanteurs adultes, voilà, qui deviennent professionnels. Et donc, je suis restée 10 ans, en fait, au Conservatoire de Versailles. Et donc, j'ai été biberonnée à la musique baroque avec des professeurs excellents dans leur domaine. Enfin, je me suis aussi mise au clavecin avec Blandine Ranoux, une très, très grande claveciniste. Je faisais des cours d'improvisation avec Pascal Bismuth, qui est un grand violoniste. Enfin, bref. Donc, vraiment, on était gâtés. Et puis, très souvent, on participait au concert des centres de musique de baroque à la chapelle de Versailles. Oh, quel bonheur, en plus c'était magnifique, voilà. Tout était là, quoi. Tout était là, donc là ça a été une très grande chance, c'était un peu un espèce d'âge d'or, c'était merveilleux. Et donc c'est par le centre de musique baroque de Versailles, qui était dirigé à l'époque par Olivier Schnebly, qui est aussi maintenant à la retraite, que j'ai découvert un compositeur qui s'appelle Marc-Antoine Charpentier. Oui. Quand même assez renommé. Voilà, assez renommé. Et vraiment, j'ai été biberonnée, séduite par toute cette musique. J'ai eu l'occasion de faire des concerts en accompagnant les chanteurs du CMBV, comme on dit, Centre de musique baroque de Versailles. Et sa musique est entrée dans mon cœur. Et donc, du coup, quand j'ai écrit Les Fous Divertissants, Les Fous Divertissants, c'est le nom de la première pièce de théâtre, comédie-ballet, de la Comédie Française. La Comédie Française a été créée. Et qu'est-ce qu'on a joué ? On a joué Les Fous Divertissants. Ah, oui, c'est pour et ça. dont la musique a été faite par Marc-Antoine Charpentier. Parce qu'à l'époque, c'était plutôt des comédies-ballets type Le Bourgeois Gentilhomme, des choses comme ça. Mais quand on parle musique baroque, en France, j'entends, vous la situez pour nos auditeurs à peu près à quelle époque ? Alors, en France et en Europe, la musique baroque, on prend comme date 1600 l'Orfeo de Monteverdi.
pour le début. Et c'est Henri IV encore. Voilà, oui. Exactement. Et 1750, la mort de Bach. Voilà, donc c'est 150 ans. Louis XIII, Louis XIV. Voilà. Et un tout petit peu de Louis XV. Non, même beaucoup de Louis XV, pardon. En fait, la musique baroque, c'est assez varié, parce qu'on dit qu'il y a le premier baroque, voilà, avec justement voilà, Henri IV, Louis XIII, ça c'est une première forme de baroque. Et puis après, il y a eu, avec Lully et Louis XIV, il y a une espèce d'institutionnalisation. Il y a quelque chose qui a été trouvé. Il y a un magnifique livre sur Lully de Philippe Baussan, sur le génie de Lully, cet Italien qui a inventé la musique française. On aime bien les paradoxes en France. Je me suis toujours dit que j'avais envie d'écrire une ode à l'étranger. Parce qu'en fait, en France, la France, c'est le résultat de beaucoup de choses, de la vision des rois catholiques, de la vision de l'Église, mais c'est aussi la vision qu'ont eu les étrangers de notre pays avaient de nous. Et qui l'ont faite. Et donc cette musique française typique de Louis XIV a été inventée par un Italien. Elle a été nourrie par d'autres, voilà. Oui. Et Couperin, c'était Louis XIV ou un peu avant? C'est Louis XIV sur la fin, voilà, oui. Louis XIV, et un petit peu Louis XV aussi, je pense. Donc le piano n'existe pas à ce moment-là? Voilà, le piano n'existe pas et Bach n'a jamais connu un seul piano de sa vie. Donc j'ai un ami qui s'appelle Nicolas Rosenfeld qui fait une émission sur YouTube qui s'appelle Les Curiosités musicales et qui parle, il est toujours un peu rentre dedans et du coup il dit faut-il jouer Bach au piano parce que voilà. Sur Radio Classique on n'entend que ça. La réponse officiellement c'est non. Oui. On fait ce qu'on veut, hein. Mais c'est non, que le piano ça a été inventé après sa mort. Donc tout ce qu'a écrit Bach, c'est soit pour l'orgue, soit pour le clavecin, soit pour le clavicorde. Voilà. Et donc, quand vous arrivez, quand vous vous mariez, quand vous terminez vos études et que vous vous installez en Mayenne, c'est à ce moment-là que vous décidez de monter les Fous Divertissants? Exactement, ouais. Ça a été à notre arrivée en Mayenne. Finalement, les Fous Divertissants, c'est un ensemble mayennais. Alors, la structure d'un ensemble de musique ancienne, c'est toujours un peu étonnant parce que c'est une association, loi 1900. Mais finalement, un ensemble de musique ancienne, c'est avant tout son chef. Parce qu'en fait, tout le reste, ça varie. Enfin, tous les autres musiciens varient. Parce qu'en fait, on n'a jamais, sauf les ensembles très connus, et même encore, de baroque, un musicien ne va pas jouer qu'avec moi. Voilà. Je ne lui fournirai pas assez de travail pour qu'il ait son intermittence. Voilà. Donc, moi, j'essaye d'avoir une équipe la plus stable possible pour mes concerts. Mais parfois, je dis, tiens, on va faire un concert à telle date, est-ce que tu es dispo? Il va me dire, non. Parce qu'il joue ailleurs. Je joue ailleurs, je peux pas. Donc hop, je change, c'est pas grave. C'est les coutumes. Mais donc finalement, l'élément instable, imbougeable, c'est moi. Quand il y a un concert des Fous Divertissants, on sait que je serai dedans. Et puis après, on ne sait pas qui y aura. Alors on espère qu'il y aura quand même souvent les mêmes musiciens. Les mêmes, bien sûr. Puis vous vous connaissez bien. Voilà. Comment vous les avez choisis? C'est les amis des études. À 10 ans à Versailles, j'ai rencontré pas mal de musiciens, de musiciens au conservatoire et de chanteurs au CMBV. Et donc, j'ai commencé avec cela. Donc, ils se déplacent? Voilà. Pour vous retrouver quand vous avez quand on fait des concerts. Exactement. En fait, tous les ensembles de musique baroque, c'est comme ça. Ils sont basés à différents endroits des régions de France. Et après, en fait, on joue dans toute la France, dans tous les festivals de France. Donc, on se retrouve. Voilà. Et vous êtes combien? Ça dépend des programmes. Près, oui. Donc il y a des programmes qu'on fait parfois en duo, donc là on n'est que 2. Et puis en 2022, je crois, on a fait l'ouverture du Festival d'Art Sacré d'Evron. Voilà, on était 17. Donc vous avez instrumentiste et chanteur. Voilà, instrumentiste et chanteur. Parfois on fait des programmes que instrumentistes. Par exemple, là, celui qu'on a bien tourné l'année dernière, c'est le duo des 4 saisons françaises. Oui, à Sainte-Suzanne. Ouais, qui est passé notamment à Sainte-Suzanne. Et donc là, on est 2 flûtistes. Et donc là, il n'y a pas de parole, entre guillemets, il n'y a pas de chanteur. Et puis parfois, on fait des programmes avec chanteurs. Et donc là, on recrute 1, 2, 3, 4, 5, 8 chanteurs, dépendant du programme que j'ai créé pour l'occasion. Et pour en revenir toujours à ce nom, Les Fous Divertissants, vous me dites c'est la première comédie-ballet
de la Comédie Française. Mais qui l'avait créé? C'était Pam Charpentier. Non, Charpentier, il a fait la musique et c'est Raymond Poisson, je crois. Il faut que je vous redise. C'est vraiment le bourgeois gentilhomme. C'est-à-dire qu'il y a du théâtre et puis toc, à un moment, il y a un intermède musical et là, c'est la musique de Charpentier. Mais, d'accord. C'est vraiment parce qu'à l'époque, on aimait tellement la danse et la musique qu'on en mettait partout. En fait, toutes les pièces de Molière qu'on joue, en fait, il manque toujours quelque chose. Il y a toujours des intermèdes musicaux et quand on les fait à la bougie, avec de la musique baroque, voilà, comme a fait Benjamin Lazare, ou voilà, il y a souvent des reconstitutions comme ça. En fait, c'est entre guillemets la vraie façon. C'est comme ça qu'il a été pensé, toujours avec de la musique, parce qu'on faisait pas de théâtre sans musique à côté. C'était très complet, hein. Et du coup, très joyeux, parce que la musique donne une autre couleur à une pièce de théâtre, évidemment. Oui, c'est ça. Et puis, du coup, ça a fait que ce rapport, par exemple, entre Molière et Lully, qui ont collaboré une dizaine d'années, qui ont fait tous ces chefs-d'œuvre de Molière, et en fait, il y avait quelque chose qui cherchait pour faire un spectacle de plus en plus total. Et c'est Lully qui a franchi le pas en créant l'opéra à la française, où là, il n'y a plus du tout de paroles, tout n'est que musique. Voilà. On chante quand même dans l'opéra. Oui, on chante, il y a des paroles, mais il n'y a pas de parler. Texte, voilà, de texte parlé. Oui. C'est que du chant, donc c'est ce qu'on appelle le spectacle total, quoi. Qu'est-ce que vous me conseillez pour intermède musical, alors là? Le bourgeois gentilhomme ou alors du Charpentier Oui, pour illustrer ce que vous venez de nous raconter. Oui, vous pouvez essayer de trouver un opéra de Lully, par exemple, Attis. Voilà. Enfin, il est en ma puissance. Je vous retrouve dans 2 minutes après Lully. Alors, vous êtes bien sûr Fidélité Mayenne. Je suis toujours en compagnie joyeuse avec Mathilde Pigano qui nous parle musique, musique baroque, peut-être opéra à la fin, comédie française, enfin des tas de choses variées. On fait un petit peu, on parcourt un peu quelques siècles ensemble avec votre amour jamais démenti pour Marc-Antoine Charpentier, donc un grand compositeur et créateur de musique baroque. Tout à fait. Marc-Antoine Charpentier, on peut en faire un roman. Oui. Ce qui est étonnant d'ailleurs, parce qu'on n'a rien de lui, de sa vie. On connaît. C'est pas sa vie qui est un roman, parce qu'on connaît rien. On n'a pas une seule petite chose écrite de sa main. Éventuellement un reçu de bien payé pour telle chose. Mais sinon, on n'a rien et on n'est même pas sûr d'avoir un portrait de lui. Ce qu'on a, c'est ces manuscrits autographes. Là, il y a 28 cahiers énormes qui sont tous... on en a perdu quelques-uns parce que c'est son neveu qui les a récupérés à sa mort, mais il était tombé dans l'oubli et qui a fini par les donner à la Bibliothèque royale, ce qui est devenu la Bibliothèque nationale. Et quelqu'un de pas très précautionneux, à un moment, s'est dit tiens, je vais jeter ce cahier, là, je récupérerai bien la reliure en cuir. Oh. C'est terrible. Donc, on a perdu un ou deux de ces cahiers. Mais sinon, c'est le compositeur dont on a le plus de manuscrits autographes parce qu'il était très précautionneux, parce qu'il a recopié toutes ses créations dans ses cahiers. Ah oui. Et donc, on a vraiment tous ces manuscrits, quoi. Mais il ne racontait pas sa vie. Mais il ne racontait pas sa vie. C'était que ses compositions musicales. Sa composition. Ouais. Et en fait, moi, je dis souvent, quand je présente Charpentier dans mes plaquettes de concert pour les vendre au festival, je dis c'est un peu le bac français parce qu'il il a beaucoup composé, et notamment en musique sacrée. C'est vraiment énorme. Et c'est vraiment un musicien unique parce que, en fait, il a vécu à l'époque de Lully, mais Lully, c'était un personnage écrasant, et une fois qu'il a eu les bonnes grâces de Louis XIV, il a tué vraiment toute la concurrence, dont Charpentier. L'histoire est assez drôle. J'en ai fait une petite anecdote rigolote parce que donc, quand il s'est disputé avec Lully... C'est quelle époque pour nos auditeurs à peu près Alors là, ça doit être, on va dire, 1680, chose comme ça.
voilà, Lully a collaboré avec Molière pendant une dizaine d'années, ça s'est extrêmement bien passé. Et puis à la fin, il y a une trahison. Lully a trahi Molière. Il allait choper, parce qu'il a senti le vent, il a dit, parce que ça faisait longtemps qu'on essayait d'introduire l'opéra en France, ça prenait pas. Mazarin avait essayé une petite vingtaine d'années auparavant, ça marchait pas. Et là, il a senti que ça y est, le public français était peut-être prêt, il y avait un coup à jouer. Et donc, il allait récupérer le privilège royal. À ce moment-là, c'est comme ça que ça marchait. Et donc, c'est lui qui a pu créer l'opéra, alors que dans l'idée, il aurait fallu que ce soit avec Molière. Donc, Molière a monté son dernier opéra-ballet, Le Malade imaginaire. Le Malade imaginaire, oui. Et mais il n'y avait plus de musicien, parce que du coup, il n'était plus avec Lully. Et Lully avait déjà un peu écrasé la compétition, mais il n'avait pas pu s'occuper d'un petit nouveau, Marco, qui revenait d'Italie. Et donc, il n'avait pas pu s'occuper de lui encore. Oui. Et Molière entend parler de Charpentier, il dit tiens, viens donc travailler sur Le Malade imaginaire. Et donc, Charpentier écrit une très belle musique, un magnifique prologue. Qu'on connaît par cœur. Voilà. Non, non, pas forcément. C'est pas ce que vous connaissez par cœur, c'est le Te Deum, je pense. Oui. Et donc Charpentier a écrit un très beau prologue, mais Lully a tout de suite vu le talent. Il s'est dit oulala, ça va pas du tout. Qui est celui-là? Oui. Et donc il allait voir Louis XIV et il a réussi à avoir une ordonnance pour réduire le nombre de musiciens et de chanteurs. On a l'histoire par les carnets de Marc-Antoine Charpentier, parce qu'il y a marqué le prologue dans sa splendeur. Puis après, il y a une autre version, le prologue avec les défenses. Parce que du coup, il a dit réécrire. On lui a dit non, t'as pas droit à plus de 2 violons, plus de 3 chanteurs. Et c'était encore très beau. Et Lully est allé voir Louis XIV. Il a ressorti une nouvelle ordonnance. Donc, il faut encore réduire. Et donc, il y a Charpentier a écrit le prologue, pour remanier pour la 3e fois. Voilà, donc c'était la guerre. C'était vraiment la guerre. Donc Charpentier, était un Français qui était allé étudier à Rome et qui avait été donc très influencé par l'écriture italienne. Et donc ce Français-là qui sentait un peu l'italien, à une époque où on voulait créer une musique française, c'est pas du tout un musicien connu de toute sa vie. Il est passé... alors, il a eu des bons postes à la Sainte-Chapelle, il a travaillé pour les Jésuites, il a travaillé notamment pour Mademoiselle de Guise, qui était une personne très importante à l'époque. Mais il s'est fait vraiment tuer par... il n'a jamais été sur le devant de la scène. Non. Ouais, la seule fois où il aurait pu, c'est quand il s'est présenté pour être organiste de la Chapelle Royale et est tombé malade pendant le concours. Mais vraiment, le destin s'est acharné contre lui. Louis XIV lui a fait verser une pension, mais du coup, tout ce qu'on connaît de lui, c'est sa musique, qu'il en a écrit énormément, et notamment un épitaphe. Il a écrit son propre tombeau, où il s'imagine lui revenant sur la terre, et il parle un peu du fait que la musique, ça lui a causé quand même beaucoup de malheur. Ouais. Voilà. C'est très, très étonnant. Bon, enfin, il peut compter au XXIe siècle sur Mathilde Pigano pour le mettre en valeur. Voilà. Alors, il n'y a pas que moi. Vraiment, moi, non, je suis... oui, parce qu'il est quand même... Il est très, très connu. Voilà. Mais étonnamment, et puis alors, il y a eu énormément de CD. Il y a un ensemble qui s'appelle Correspondance qui est pas mal attaché à reproduire sa musique. Et voilà, les grands ensembles avant lui, les Arts Florissants, tout le monde a fait du Charpentier. Mais ce que j'ai pu remarquer, et donc ce qui fait que je ne suis pas du tout une pionnière de Marc-Antoine Charpentier, très loin de là, mais j'ai pu remarquer qu'en fouillant dans son catalogue, qu'il y a quand même encore beaucoup de choses qui sont pas éditées, qui n'ont pas été enregistrées. Ce qui a été enregistré, ça a été souvent la même chose. C'est tellement beau. Mais en fait, tout ce qu'il a fait est vraiment beau. Donc, il y a toujours plein de petites perles à aller chercher. Vous avez un répertoire infini avec lui. Ouais, un répertoire très, 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 très gros, vraiment énorme. Donc, il y a encore de quoi faire. Et puis, moi, j'ai découvert avec Les Fous Divertissants que ce qui me plaisait beaucoup dans la musique de Charpentier, au fur et à mesure de la vie de l'ensemble, c'était de faire des sortes de patchwork de ses œuvres. C'est-à-dire d'utiliser des extraits, choisir de différentes œuvres, de les réunir en une seule œuvre, et donc de permettre ainsi de faire des concerts où je dis pas alors là on va vous jouer cet air, puis cette sonate, puis machin, ce qui est très bien, pourquoi pas, mais moi j'aime bien aller emmener le spectateur dans une expérience immersive où on commence le spectacle, après on parle plus, après on voyage dans autre chose, quoi. Et du coup, là, de mon dernier programme,
C'est un mini-opéra sur Jésus, et voilà, avec que des œuvres de Marc-Antoine Charpentier. Mais je suis allée piquer dans telle œuvre, et j'ai mixé. Et j'ai recréé sans écrire une ligne moi-même de musique. Éventuellement, parfois en faisant des petites transcriptions, des transpositions, de passer d'une tonalité à une autre pour plus de cohérence musicale. Mais c'est tout. Et ça, au fur et à mesure, j'ai compris que c'était là la touche que moi j'apportais. Parce que même dans l'interprétation que je fais avec les Fous Divertissants, je m'inspire beaucoup de ce que j'ai entendu avec Olivier Schnebly, de la diction baroque que mes chanteurs ont appris au CMBV. Donc je ne suis pas une pionnière de ça, et je vais pas forcément être originale. Enfin, j'espère que je la joue bien, je la rends bien. Mais je fais surtout des programmes qui permettent de mettre sa musique en valeur. Mais par contre, c'est vous qui êtes quand même créatrice du mini-opéra. Voilà. Puisque c'est vous qui avez choisi les morceaux que vous mettez en patchwork. Ouais, c'est ça. Ouais. Et comme voilà, les sous, c'est dur en ce moment, la culture, donc j'ai fait ce mini-opéra. Mais j'ai très envie, un jour, qu'on pourra avoir plus de subventions, de faire un vrai opéra à 3 heures, que j'ai déjà pas mal écrit d'ailleurs, avec pas mal des œuvres de Charpentier. Toujours sur Jésus. Voilà. Oui, parce que votre foi compte beaucoup dans votre vie quotidienne et dans votre art. C'est ça. Il se trouve qu'en plus, Marc-Antoine Charpentier, je dirais que c'est presque 2/3 de son œuvre qui est sacrée. Il y a quand même un bon tiers, bon, est-ce que je suis exacte? J'espère que je suis à peu près exacte, qui est profane. Il a écrit un opéra, il a écrit des petits divertissements pour Versailles. Il y en a un qui s'appelle Les plaisirs de Versailles, c'est à mourir de rire. Il a beaucoup écrit pour le théâtre et il écrit très bien. Il y a des pièces où les chanteurs font hi 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 ha ha ha. Il y en a un où le chanteur dit ah j'aime le chocolat. Il avait une fibre à la fois hyper grotesque, magnifique, qu'il savait très bien explorer. Et puis une fibre sublime, toutes ses œuvres, notamment sur la Vierge Marie, ses histoires sacrées, le seul de l'histoire française à en avoir écrit. Voilà, les histoires sacrées, des sortes de mini-opéras en fait. Mais que personne n'a fait ça venait d'Italie. Il y en a un qui en a fait en France, c'est Charpentier, puis le reste. Donc vraiment, j'avais fait sur Instagram des petites histoires comme ça où je disais, il est unique pour ça, ça. Ah, mais c'est merveilleux qu'il vous ait, ce Marc-Antoine, parce que vous le mettez très bien en valeur. Vous pensez qu'il avait une foi profonde, voilà. Lui-même, vous savez pas? Donc, on n'en sait rien. Ouais, c'est ça. Mais c'est tellement bien écrit. Il souligne tellement bien des aspects de la foi dans ses œuvres qu'on se dit que ce serait étonnant qu'il n'ait rien compris, qu'il n'ait rien senti et qu'il puisse écrire de si belles choses. Après... Voilà. On peut terminer avec une œuvre que vous nous recommandez et qui illustre bien ce que vous nous dites de Marc-Antoine Charpentier, je sais pas. Oui. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses, oui. Vous pouvez écouter la cantate In Nativitatem Domini Canticum H416. Et peut-être qu'on peut trouver aussi vos interprétations. Celle-là, justement, elle est sur YouTube. Et c'est vous? Voilà, c'est moi. C'est les Fous Divertissants. Et c'est Total. Elle est sur Total Baroque, elle a plus de 10 000 vues. Là. Et donc là, c'est un petit effectif, mais ça rend bien. Et puis, avant de se quitter, vos projets pour l'été? Voilà. Et du coup, j'ai eu un 5e enfant il y a peu de temps. J'en aurais bientôt un 6e. Donc voilà, les Fous Divertissants s'adaptent à mon rythme et à mes enfants. Et aux subventions et à l'argent qu'on trouve. Donc, on a créé un programme en duo, qui a beaucoup tourné l'année dernière et qu'on va continuer à tourner cette année, notamment à l'abbaye de Léoncelle dans la Drôme. Et puis, on va peut-être lancer un nouveau programme en Mayenne en juin. J'espère. Voilà. Ça reste encore à... c'est dans les cartons, c'est en train de se faire. Donc, c'est encore secret, mais on pourra... Voilà, et puis on a encore des projets pour la fin de l'année sur peut-être Laval, mais qui sont encore en ce moment en train de se faire. En gestation comme vous-même. Voilà. Exactement.
Très bien, merci beaucoup Mathilde, c'était une joie de vous rencontrer. Et puis on va suivre tous vos projets, tous vos événements. Donc vous nous conseillez aussi Total Baroque? Oui, c'est une chaîne sur YouTube sympathique qui édite des concerts. Très bien. Merci beaucoup et à très bientôt. Et puis vous nous annoncerez la venue du petit 6e. Ça. Et sur YouTube, on a aussi nous, les fous divertissants. On édite pas mal de vidéos sur YouTube. Très bien. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.